Bonjour à tous, bienvenue donc pour cet atelier Universe with Net at Home. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet BAM, IBAM. Et donc, pour ce faire, nous avons avec nous aujourd'hui la chance d'avoir quatre éditeurs. Donc, nous avons Alex L'Héritier pour RedBridge, Julien Chicha pour FIS, Eric Guénaud qui représente l'éditeur ACA et Xavier Bloin qui représente l'éditeur CPI. Donc, messieurs, merci d'être présents. Je vais vous laisser rapidement vous présenter. Peut-être ce qui serait intéressant comme sujet et aborder, c'est de nous dire en quelques mots qu'est-ce que vous avez fait avec vos clients, avec vos clients partenaires, et si vous avez travaillé avec des banques sur le sujet. La parole est à vous. Donc, peut-être, Alex, tu souhaites commencer ? Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, en fait, je suis en charge de l'activité coverage pour RedBridge sur la région Europe. Et donc, nous avons différentes lignes de métier, l'une d'entre elles étant l'activité logicielle. Et en effet, au cours des dernières années, nous avons développé des solutions de bank fee management, bank account management. Et donc, le point de départ pour nous a été l'activité bank fee management and optimization. C'est-à-dire, au cours des 4 dernières années, on a processé près d'1,5 milliard de dollars de bank fees à travers le monde, ce qui nous a donné une assez bonne connaissance en fait ou compréhension de ce qui se passait à travers les banques, à travers les différentes géographies où nos clients opéraient. Et donc cette année, nous lançons l'activité Bank Account Management, qui est le complément pour nous logique de la partie Bank Fee Management auprès de nos clients. L'activité avec nos clients a été assez soutenue au cours des dernières années, parce qu'en fait, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait d'une part, nos clients faisaient face à de plus en plus de cost-cutting, donc de pression sur leurs équipes, et en même temps, de plus en plus de demandes ou de besoins d'analyse, d'optimisation des process. Et du coup, c'est vrai que des solutions logicielles qui permettent à nos clients de gagner une meilleure visibilité sur leur activité, un meilleur contrôle, tout en prenant moins de temps et en passage, en réduisant leurs coûts, était quelque chose qui était plus qu'une mode, une véritable tendance de fond qui nous a permis en fait de gagner en momentum. Je pense que le principal problème auquel nos clients font face malgré tout, et c'est pour ça que très heureux d'avoir cette discussion aujourd'hui tous ensemble, c'est la diversité des channels et surtout des capacités bancaires à travers le monde qui du coup tendent on va dire, à réduire, on va dire, la rapidité d'implémentation des solutions qui souvent sont ou pourraient être proposées à nos clients. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire. Merci. Donc, je note parmi les difficultés la diversité des interlocuteurs et des partenaires banquiers rencontrés en face sur ces différents sujets. Julien, par exemple, tu partages le même point de vue sur les projets que FIS a pu mener sur le sujet BAM, IBAM, gestion des pouvoirs. Quelle est la position de FIS et le retour d'expérience? Oui, alors tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Loïc. Merci aussi pour l'organisation de cet atelier. Alors effectivement, je rejoins assez Alex sur ce qui a été partagé. Alors moi, je suis responsable commercial de la partie Europe de l'Ouest au sein de FIS. Et c'est vrai qu'on a également chez FIS deux aspects quand on regarde la partie électronique, le I de IBAM. Il y a deux aspects. Il y a l'administration électronique des comptes bancaires et puis il y a l'administration électronique des frais bancaires. C'est vrai que sur la partie administration des comptes bancaires, finalement, on voit que c'est pas encore très, très utilisé. Pendant pas mal d'années, on a entendu que les banques n'étaient pas complètement prêtes. La réalité, c'est que les banques le sont devenues et aujourd'hui, de plus en plus de banques, finalement, sont prêtes à gérer l'ouverture de compte, la fermeture de compte, la mise à jour des autorisations par voie électronique. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, sur la partie frais, c'est quelque chose de beaucoup plus déployé. On a un peu plus de 150 clients chez FIS qui utilisent notre solution IBAM. Il y en a une grosse partie qui est quand même aux États-Unis. C'est vrai que la partie aux États-Unis était un peu plus moteur.
sur la gestion des frais notamment, donc notamment avec ces messages, les messages Twist, qui permettaient en fait d'avoir et de gérer de manière électronique le pilotage, l'automatisation du suivi des frais bancaires. Donc je dirais que aux États-Unis, ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on commercialise cette solution. En Europe, ça a démarré un peu plus tardivement, je dirais il y a 4-5 ans, mais on voit quand même de plus en plus de clients s'y intéresser. Fondamentalement, ce qu'on voit, c'est que c'est très souvent un sujet qu'on regarde qui est complémentaire à une initiative un peu plus globale, parce que c'est un sujet qui certes, tout seul, peut générer des gains d'efficacité, d'automatisation, etc., mais qui prend toute sa valeur ajoutée quand c'est couplé avec une initiative, quand on repense à ces process de trésorerie, de paiement, de se dire comment je vais inscrire la gestion de mes comptes bancaires dans le temps. Et on voit très souvent des sujets IBAM qui sont partie intégrante de parties de refonte un peu plus globale. Merci Julien. Eric, pour ACA, quel est votre tour d'expérience? Donc, je sais que vous avez mené plusieurs projets de BAM, qui sont avant tout des projets d'organisation. Quel est votre retour sur le sujet? Les clients trouvent que sont contents, ont gagné en efficacité. Quel est votre retour d'expérience? Sur le BAM, oui, sur le BAM, nos clients sont contents et on fait un certain nombre de projets d'implémentation tous les ans, et la solution qui fonctionne depuis plus de 10 ans fonctionne bien, et nos clients sont contents. On a retrouvé des messages que nos collègues ont échangés en 2009 avec Swift sur la normalisation des messages. Donc, ça fait très longtemps qu'on travaille sur le projet IBAM. On participe au groupe de travail de Swift, et on a développé l'IBAM qui est intégré en standard dans notre produit. Aujourd'hui, on a 0 client en production. On a fait 2 pilotes avec 2 de nos clients historiques, pilotes qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on essaie d'analyser, et c'est ce que je pense qu'il est intéressant de partager avec vous, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Alors, certains disent, parce que c'est un leitmotiv qu'on retrouve, que le trésorier attend le banquier qui n'est pas prêt, qui attend l'éditeur, qui attend le normalisateur, et que c'est de la faute de personne. Moi, je ne partage pas cette position. Je pense que l'échec des projets IBAM vient du fait que personne n'a été capable de démontrer la proposition de valeur. Et que si quelqu'un, ou si tout le monde avait été d'accord sur la proposition de valeur de l'IBAM, alors les projets auraient avancé. Alors peut-être que tout le monde ne serait pas passé en production en France en 2 ans, mais nous croyons que c'est là que le bât blesse. Comment est-ce que l'IBAM a été présenté aujourd'hui? Il faut regarder les interventions des uns et des autres, il faut regarder ce qu'on trouve dans les associations professionnelles. Alors, on explique que l'IBAM, c'est très compliqué parce qu'il y a de nouveaux messages ISO 20022 à utiliser, qu'il faut utiliser de la signature personnelle avec des normes de sécurité très complexes, que le transport des données va être très compliqué. Maintenant, il y en a certains qui intègrent dans l'IBAM les problématiques KYC. On voit là que nous sommes en train, entre nous, de dire « Ah oui, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi mettre la gestion des frais bancaires dans l'IBAM ?» Et je pense que c'est pas sous cet angle qu'il faut parler de l'IBAM. Il faut présenter la proposition de valeur au client final qui est le trésorier, et il faut laisser les équipes informatiques chez les éditeurs, dans les banques, travailler ensemble pour mettre en place ce qu'on appelle la tuyauterie. C'est notre métier et normalement, on sait bien le faire.
et laisser les trésoriers se concentrer sur la valeur de ces projets. La principale valeur, après je termine, la principale valeur qui nous semble importante à dégager est qu'un projet BAM, un projet IBAM, est l'occasion, et je crois qu'Alex le disait tout à l'heure, est l'occasion de revoir l'organisation de la société, de réfléchir au modèle d'organisation, au modèle de management, aux délégations de pouvoir, et c'est absolument structurant dans les projets de pouvoir, qu'ils soient BAM ou IBAM. Voilà. Donc, on pense qu'il faut absolument mener ces projets, et quand les entreprises seront matures, à ce moment-là, elles pourront aller sur l'IBAM. Mais l'IBAM apporte déjà aujourd'hui beaucoup sur les projets BAM, parce qu'on se sert de tous les travaux de standardisation qui ont été faits dans le cadre de l'IBAM pour structurer les projets BAM. Merci pour ce témoignage. Il est certain que sur les projets BAM, IBAM, le gros enjeu est avant tout un enjeu d'organisation dans les entreprises. On part souvent d'une situation où les pouvoirs sont gérés en fait manuellement. Et donc, il y a cette marche à franchir de comment je m'organise, comment je me structure, comment je collecte les données et comment est-ce que je structure tout ça pour, in fine, produire des informations qui pourront être utilisées par des tiers, en l'occurrence par les banques, pour remettre à jour les pouvoirs bancaires. Xavier, chez CPI, vous avez été parmi le premier éditeur à avoir investigué ce sujet. Quel est votre retour d'expérience avec vos clients, jusqu'où vous êtes allé et quels sont les bénéfices finalement tirés des projets BAM-IBAM par vos clients? Oui, alors bonjour Xavier Bouin, je suis chef de projet chez CPI, effectivement, depuis une vingtaine d'années maintenant. Les pouvoirs bancaires, on les travaille chez CPI depuis longtemps et c'était effectivement des projets BAM jusque-là. On avait fait aussi un pilote en 2009 à la sortie de la norme, un pilote IBAM cette fois-ci pour l'ouverture d'un compte secondaire, pilote qu'on a mené jusqu'au bout et finalement qui n'a abouti à aucune mise en production. Alors c'est assez récemment qu'on s'est remis à l'IBAM, pardon. Ça fait 2 ans maintenant qu'on s'est remis sur le sujet. On s'est remis sur le sujet parce qu'on a senti que les banques étaient prêtes. Pourquoi on avait mis un peu ça en veille? Parce qu'on avait regardé un peu effectivement les banques de la place et elles étaient assez réticentes à y aller. Il y en a certaines qui étaient allées complètement et d'autres qui étaient allées à demi-mot, doucement pour voir comment les autres avançaient et peut-être pour pas être trop en retard. Là, on a senti quand même une synergie à ce niveau-là, au niveau des banques et grâce à 2 clients historiques de CPI, eh bien, on a monté des projets concrets. On est encore dans ces projets. On est en phase de recette actuellement, donc on a mis les moyens de notre côté, on a développé. Et puis, on est parti assez humble. On a essayé de faire des projets humbles pour aboutir et pour que nos clients, au final, passent en production. Alors, on a rencontré un peu les mêmes problèmes que tous les éditeurs, effectivement, à maîtriser la signature, qui est un peu complexe. Mais je dirais effectivement que ça, c'est le travail de l'éditeur, de maîtriser toute la mécanique, l'organisation des fichiers. Et notre objectif vraiment, c'est d'avoir un outil qui, au final, qui soit IBAM, mais qui soit utilisé comme un outil BAM. C'est-à-dire que au final, on sort les pouvoirs, on le sort soit format XML, soit format papier si la banque n'est pas prête. Et ça, c'est important parce que sur tous nos projets BAM, eh bien sûr, on n'a pas qu'une seule banque comptable. On a 4, 5, 6 banques différentes. Et l'un des problèmes, pourquoi, à notre avis, l'IBAM ne s'est pas imposé, c'est aussi parce que le client se disait, moi, je ne veux pas avoir 2 process différents. Je ne veux pas gérer mes pouvoirs bancaires papier parce que certaines banques ne sont pas prêtes, et puis les gérer IBAM parce que celles-ci sont prêtes. Donc,
on est parti dans ce sens-là. Alors, effectivement, toutes les banques sont pas encore prêtes, mais là, on a un projet avec 4 banques. Donc, ça commence quand même à être assez intéressant. 4 banques de la place. Et donc, notre client va, parce que c'est des banques importantes pour elles, donc ça tombe bien, mais 70%, 80% de ces comptes bancaires pourront à terme être gérés en IBAN. Donc, là, le client, il s'est dit, bien sûr, là, j'ai tout intérêt à essayer d'y aller. Notre client, les intérêts d'IBAN pour lui, c'est la productivité, bien sûr, que l'enchaînement, on gère moins de papier, moins de signatures manuelles, qu'on ait vraiment un process totalement intégré de flux avec la banque, de sécurité. Ça, la sécurité, je pense que c'est un des aspects les plus importants de l'IBAN. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus de documents qui circulent dans des paraphores pour la signature, qui circulent via un coursier ou via la poste avec des informations confidentielles de signature, de pièces d'identité, d'organisation interne de la société. Si vous avez un pouvoir bancaire qui s'échappe de la société, c'est des documents que des fraudeurs peuvent utiliser pour se faire passer pour auprès de la banque vis-à-vis de la société. Donc, voici les aspects qui, à notre avis, peuvent faire basculer ce petit blocage chez les clients pour qu'enfin ils puissent y arriver. C'est-à-dire que, bon espoir qu'un maximum du périmètre de compte puisse basculer un jour en IBAN. 2, la sécurité de ce process par rapport au pouvoir papier. Voilà. Que dire de plus? Eh bien, bon, on est en recette. Nos clients ont bon espoir de continuer par la suite à utiliser le logiciel et de passer en prod sur l'IBAN. Et Xavier, peut-être juste une question. Qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant de ces 2 projets-là sur lesquels vous êtes en train de travailler? Qu'est-ce qui a vraiment fait que les clients ont lancé ça? C'est les banques qui sont prêtes ou c'est d'autres choses? Alors, c'est essentiellement le client. Nous, c'est le client qui était moteur derrière. Le client avait envie, c'est des clients qui aiment bien mener des projets, qui aiment bien être novateurs, qui aiment bien, faire avancer les choses. Et donc, on les connaît depuis longtemps, donc c'est vrai qu'on a souvent travaillé avec eux. Et puis, ils nous ont dit, bon, ces pays-là, l'IBAN, vous m'en parlez, peut-être, peut-être pas, on y va. Moi, j'ai envie d'y aller. Allez, on y va. On monte le projet et on avance. Donc, voilà, c'est un travail d'équipe. Le client, on aura beau dire ce qu'on voudra, c'est quand même le client qui va bousculer les banques pour qu'elles viennent dans le projet. Nous, petits éditeurs, on peut aller voir les banques, elles vont nous recevoir gentiment, elles vont dire bien sûr, il n'y a pas de problème, l'IBAN, on y croit, mais derrière, c'est le client qui va être moteur, qui va tirer. Donc, nous, on l'aide à avancer, bien sûr, on essaie d'être super réactifs, et puis les banques, elles suivent, parce que, bien sûr, elles ne veulent pas, en plus, il y a toujours une question de compétitivité entre banques par rapport aux clients, il ne faut pas paraître en retard, c'est toujours mal vu, donc elles avancent, et puis voilà. Donc, là, on a des bonnes synergies sur ces dossiers-là, sur ces projets. Et, bon, on espère pouvoir aboutir. Notre prochaine étape, c'est juillet pour la première mise à jour IBAN du compte d'un de nos clients. Voilà. Xavier, si je peux me permettre de rajouter un élément qui est aussi, je pense, qui était un déclencheur dans les prises de décision de nos clients, c'est le côté contingency planning. C'est-à-dire qu'avec le confinement, on a vu beaucoup de clients qui étaient très confortables avec, ou en tout cas relativement confortables avec leur procédure qui était papier. Et d'un seul coup, quand tout le monde s'est retrouvé bloqué à la maison, là, on s'est rendu compte à quel point et à quelle vitesse on se retrouvait bloqué par des ordres papier d'ouverture, clôture de compte, etc., qui devaient être préparés par telle personne qui travaille chez lui ou chez elle, envoyés au CFO qui travaille chez lui ou chez elle, et souvent pas dans le même pays. Et c'est vrai que ça a été un peu le wake-up call pour certains, de se dire, on ne peut pas continuer avec ce type de procédure, et du coup, il faut qu'on digitalise notre process. L'autre élément que vous mettiez en avant, Xavier, c'est l'aspect fraude. Parce qu'en effet, on a vu aussi au cours des derniers mois un accroissement
des fraudes, des tentatives de fraude aux virements, aux transactions, souvent papier, mais de plus en plus online. Et c'est vrai que ça, en plus du confinement, a fait que beaucoup se sont rendus compte que le risque, le niveau de risque qui jusqu'à présent était estimé acceptable, ne l'est plus. Donc c'est vrai que ça a changé. L'autre élément, je pense, le dernier qui change, c'est aussi une approche différente par rapport à la technologie. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le message qui était délivré par les banques et d'autres, c'était de dire voici la procédure auquel vous, clients, devez vous conformer. Voici les contraintes technologiques auxquelles vous devez vous conformer. Et quand on multiplie ce genre de discours par 5, 10, 20, 30 banques, parce qu'il ne faut pas oublier les banques locales qui souvent se rajoutent en plus des banques corps globales, ça devient très compliqué à gérer. Et maintenant, on a vu avec tout ce qui est des développements technologiques qui nous permettent à tous, je pense, d'avoir de nouvelles fonctionnalités, surtout une plus grande flexibilité. Le message, c'est de dire, cher client, quel est votre besoin, quel est votre setup, et essayons de voir comment on peut s'interposer ou on se positionner entre les banques pour simplifier ce process, qui, je pense, est un changement de philosophie. Et du coup, avec tout ce qu'on appelle méthodologie DevOps, etc., finalement, on se rend compte que les clients et l'écosystème est de plus en plus prêt à accepter de commencer par des tests, commencer petit, on voit comment ça fonctionne, on affine, et à partir de là, on scale up. Alors, plutôt que d'avoir, on va dire, la gestion de projet, je vais dire un peu à l'ancienne, où on voulait dès le départ viser une solution globale, mais on se rend très vite compte qu'une solution globale, c'est lourd, c'est compliqué, c'est risqué. Et finalement, maintenant, avec le niveau de maturité que tous, dans le monde de la trésorerie, on a acquis, il y a une plus grande, on va dire, acceptance pour commencer sur des projets petits, moyens, et ensuite lancer un scale-up. On a eu un peu de mal à convaincre sur cette approche de dire je vais commencer par faire un petit projet IBAM. Et je pense que ce que Xavier a mentionné tout à l'heure, à savoir on a besoin d'avoir un outil hybride qui peut faire les deux et quelque chose qui est absolument indispensable. C'est vrai que on est toujours très étonné de voir que autant les entreprises sont maintenant en général très prêtes à investir pour dématérialiser leur flux de paiement et mettre en place des centrales de paiement et sécuriser ainsi leur flux financier. Tu l'as dit, Alex. En revanche, la dématérialisation des pouvoirs bancaires, qui finalement n'est rien d'autre que le setup de la payment factory, aujourd'hui, les entreprises sont moins matures sur ce sujet. Sur nos clients Tétis, on doit avoir à peu près 20% de nos clients qui utilisent notre solution de centrale de paiement et qui utilisent aussi les pouvoirs bancaires. Et donc, probablement qu'il faut repartir de la vision de business et de cette volonté de dématérialiser, d'organiser, de rationaliser en mettant en place un projet de gestion des pouvoirs bancaires. Et c'est vrai que la mise en place d'un outil permet de structurer la démarche, c'est indéniable. Si l'on peut s'appuyer sur le référentiel IBAM pour structurer ces codifications, c'est idéal. Servons-nous de ces travaux qui sont des travaux qui ont quand même impliqué beaucoup de gens, qui ont passé beaucoup de temps. Donc, servons-nous de ces travaux. Faisons un projet de dématérialisation des pouvoirs bancaires. Et puis après, en fonction des opportunités, en fonction des contextes locaux, en fonction des banques, eh ben, on fait du BAM ou on fait de l'IBAM. Il faut d'abord dématérialiser les pouvoirs pour pouvoir faire du BAM ou de l'IBAM. Et est-ce que justement la proposition de valeur pour vous, éditeurs, qui en plus êtes éditeur de solutions de paiement, la grosse valeur ajoutée de ce type de projet n'est pas justement d'avoir dans votre outil de gestion des pouvoirs défini, structuré et offrir à vos clients un outil qui permette de gérer les pouvoirs bancaires, donc de savoir qui va signer, sur quel compte, sur tel type de paiement, et d'avoir ces informations qui sont poussées dans l'outil qui va servir à processer les paiements, qui va gérer le workflow de validation. Et donc, on voit bien que là, même indépendamment des informations que vous pourriez transmettre, soit sous forme papier
sous forme électronique aux banques, il y a pour les clients clairement un avantage à avoir ces informations directement poussées par l'outil qui gère les pouvoirs bancaires dans la plateforme qui va valider les paiements. Est-ce que c'est des éléments qui ont été des points moteurs pour vos clients, des déclencheurs Alors, où nous, les choses restent assez séparées en fait? Pour nous, c'est pas le cas parce que nos systèmes de gestion des paiements et des pouvoirs, c'est un seul logiciel, donc la question ne se pose pas. En revanche, on a eu des discussions très avancées avec nos clients pour collecter de l'information qui vient des systèmes juridiques pour alimenter nos référentiels. Là, par exemple, on a un client qui nous interface 17 000 comptes bancaires dans Tétis, donc en interface en 30, oui. Après, on peut aussi avoir une situation où, notamment pour les clients Swifté, où on n'a pas forcément envie que la définition des pouvoirs bancaires soit une contrainte sur les signatures, sur les validations, qui sont plus des signatures, sur les validations électroniques. Mais oui, je crois que tu as complètement raison, Loïc. Aujourd'hui, tout logiciel, tout système d'information doit être ouvert sur l'extérieur, doit pouvoir publier des API. Tu vois, on se remet à parler de technique. Et on ne devrait pas parler de technique, on devrait parler de valeur métier. Mais les deux choses sont liées, en fait. C'est aussi pour ça qu'on finit toujours par reboucler là-dessus. C'est que, en fait, techniquement, plus on développe de l'intégration, enfin, plus on arrive à faire parler les différents composants, plus ça va générer cette proposition de valeur qu'on évoquait, mais plus ça va générer de valeur pour le métier. Même si, quand on regarde le sujet IBAM, même en tant que tel, tout seul, il apporte déjà de la valeur en réalité. Donc, le sujet BAM et le sujet IBAM a déjà une proposition de valeur, mais c'est vrai qu'il est démultiplié dès que ça commence à être intégré sur un processus plus large, c'est clair. Une des questions que nos clients se posent, c'est quand on passe à un projet BAM ou IBAM, est-ce qu'on essaie de digitaliser un process existant, donc on réplique simplement, on élimine le papier autant que possible, ou est-ce qu'on utilise ce projet pour changer les process en soi? Et un exemple que je donne souvent, c'est si on prend le cas d'une filiale qui a un CFO qui démissionne, quel est le système qui, en général, va être informé en premier de la démission de l'individu? C'est un système HR. Ce sont les ressources humaines qui vont récupérer l'information avant que cela passe dans le domaine finance, trésorerie, paiement. Donc, du coup, la valeur ajoutée, Julien, tu parles des API, c'est spot on, c'est dire que bon, API, en soi, c'est rien de nouveau, mais en tout cas, on le redécouvre. Mais c'est vrai que pouvoir intégrer un système sur une plateforme ressources humaines permet de finalement changer un process en disant si cette personne-là bouge et le système HR le reçoit, je peux automatiquement informer ma plateforme BAM, IBAM, et informer les banques directement. Ce qui fait que je n'ai plus à avoir un process homme qui peut être long, et donc je gagne en rapidité, en efficacité, et je réduis mon risque. Donc c'est vrai que le API, c'est vrai je suis d'accord, théoriquement, on ne doit pas parler de la technologie parce que c'est un côté funky, sympa, mais fondamentalement, on s'en fout de savoir comment on fait la popote. Ce qui compte à la fin, c'est qu'on ait une vraie solution à un problème client. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on parle d'API, c'est que finalement, on a gagné avec cette technologie, ce concept, beaucoup plus de flexibilité pour se permettre de se réadapter à la problématique et au setup du client. Parce que je pense que chacun d'entre vous, au final, on n'a pas deux clients qui ont le même setup. Chacun a un setup qui est très différent. Donc, au final, oui, on doit s'adapter. Et, par exemple, Xavier le disait au préalable, c'était est-ce qu'on va éliminer le process papier? Dans certains pays, non, parce que la régulation ne le permet pas. Mais si on a un setup qui permet de basculer au bon moment sur le papier, mais en fin de chaîne, c'est quand même une avancée qui est énorme, je pense, pour la majeure partie de nos clients. Xavier, un complément à ajouter sur ces témoignages qu'on a entendus? Alors effectivement, il y a plein de témoignages qui résonnent positivement à mes oreilles. On rencontre également des problématiques similaires, des synergies entre la plateforme de paiement, entre
la plateforme de gestion des pouvoirs, effectivement, tout ça a de la cohérence. Moi, je voudrais rappeler, pour arriver au BAM, pour revenir vraiment à l'IBAM, de ce passage de BAM à l'IBAM, faut savoir commencer humble avec le client pour qu'il accepte la solution et pas s'attarder sur une partie du référentiel qui est trop compliqué dans un premier temps, du moins, à passer en IBAM, et vraiment avoir cette souplesse pour que, eh bien, au moins, on passe de l'IBAM avec une partie du référentiel. Voilà, ça, c'est vraiment l'objectif, enfin, de notre côté, savoir parler humblement au client en disant, bon, voilà, on va y aller par étapes, regardons votre périmètre, on vous propose ça va fonctionner. Déjà, avec ça, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de la sécurité, vous allez gagner dans vos process. Et ça sera déjà une bonne partie de réaliser. Dans notre cas, par exemple, on s'est d'abord consacré à la mise à jour des pouvoirs bancaires. On n'a pas encore attaqué l'ouverture de compte, on n'a pas attaqué la fermeture de compte, qui sont deux process proposés par l'IBAM, parce que ça représente, disons, 10% des échanges. Donc, on s'est consacré sur les 90% des échanges, là où vraiment il y a du gain à apporter aux clients. Est-ce que à cet égard, Alex le mentionnait, hein, c'est l'occasion de revoir les processus, de les challenger, éventuellement de les simplifier. Est-ce qu'à cet égard, la norme, donc la norme ISO 20022, qui est assez structurée, hein, et définit très précisément un certain nombre de choses, a été un élément qui a aidé à repenser la façon dont les pouvoirs bancaires étaient définis dans l'entreprise, chez vos clients? Oui, totalement, parce que souvent, un projet BAM, eh bien, il y avait beaucoup de travail de mise en forme et le travail de fond, de structurer, d'écrire le pouvoir bancaire était parfois à peine étudié, à peine regardé, alors que, en fait, finalement, c'est quand même le fond qui importe sur la forme. Mais vu qu'il y avait du papier, eh bien, on regardait, alors le logo il est bien, est-ce que les coordonnées juridiques sont bien, etc. Et on passait finalement très peu de temps sur le principal. Est-ce que vos pouvoirs bancaires sont justes? Est-ce que c'est bien les pouvoirs que vous voulez donner? L'avantage de l'IBAM, c'est qu'on a 100 codes. Voilà, il faut que ça rentre dans les 100 codes. Donc, regardons vos pouvoirs, on les remet sur table. Et parfois, en regardant ces pouvoirs et en essayant de trouver des codes, on s'aperçoit qu'il y a des flux qui sont plus utilisés. Donc, on donnait des pouvoirs sur des choses qui n'étaient plus réalisées dans la société. Et on s'apercevait qu'il y avait des loupés également. Il y avait des choses qui n'étaient pas définies dans les pouvoirs bancaires. Donc, il y a aussi, rien que en utilisant la norme de ces 100 codes IBAM, eh bien, on structure les pouvoirs, on structure toute la gestion des pouvoirs bancaires au sein des clients. Et puis, on peut dire que de toutes les manières, il n'y a pas d'IBAM sans BAM. C'est-à-dire que si le client n'a pas déjà une bonne réflexion BAM, de structurer, de bien référencer ses comptes bancaires et ses signataires en face, eh bien, on ne pourra pas passer à la deuxième étape IBAM. Donc, c'est vraiment un projet global à ce niveau-là. Non, ça, je crois que ça, c'est clair et chacun est bien conscient de ça. C'est que ce sont des sujets et des projets avant tout d'organisation et de mise au clair, mise au propre des pouvoirs bancaires. Et finalement, IBAM, la partie électronique, et la dernière, je dirais, la cerise sur le gâteau qui permet de totalement dématérialiser la majeure partie du projet étant un projet organisationnel et que ça, vos outils et vos solutions et votre expertise permettent de mener assez facilement et simplement. Et en réalité, c'est jamais des projets. Enfin, ce que tu dis est très vrai et c'est
c'est cette composante qui peut rendre le projet complexe. En fait, techniquement, en soi, un projet IBAM, c'est pas très compliqué, c'est pas très long. La grosse partie, c'est le process, c'est d'un point de vue organisationnel, est-ce qu'on est au clair là-dessus? Donc, c'est une vraie opportunité, si ça l'est pas, de le mettre au clair. Et je dirais que c'est 80% en fait de l'effort du projet. Voilà, donc Tout à fait, ouais. c'est pas lié à l'outil, c'est vraiment lié à l'organisation en tant que telle. Derrière, techniquement, la connectivité, la partie enfin toute la popote technique qu'on ne veut pas aborder, finalement, c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place. Ouais, alors, enfin, quand même, si je me permets de modérer un tout petit peu ton propos, Julien, parce qu'aujourd'hui, les protocoles de test avec les banques sont quand même assez lourds. Aujourd'hui, si on fait un projet de mise en place d'une payment factory, on teste même plus les paiements, on passe directement en production tellement c'est standard. Aujourd'hui, sur l'IBAM, les cahiers de test, ils font des dizaines de lignes, il y a des cas tordus, il faut tester aux limites. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'aujourd'hui, parce que c'est nouveau, ça requiert quand même un travail un peu lourd. Hein. Bah, c'est nouveau, oui et non, parce qu'il y a quand même une certaine maturité qui se fait. Il y a quand même de plus en plus de banques, de plus en plus de corporates qui s'intéressent au sujet. Ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, on va pas pour autant qu'on va pas faire de tests quand on va mettre ça en place. Mais techniquement parlant, c'est pas très compliqué en fait. Voilà. Et la plupart des projets, en fait, je reviens un peu sur ce que Xavier disait, même si le projet peut avoir une ambition globale, internationale, le fait de commencer humble et d'être assez pragmatique, bon, bah, finalement, ça rend le projet facilement maîtrisable en termes de délai, en termes de ressources, en termes de coûts associés, etc. Donc, c'est finalement des projets qui sont plutôt qu'on sait en tant qu'éditeur, bien maîtrisés, sous réserve d'avoir une clarté d'un point de vue organisationnel et sur le process qu'on souhaite mettre en place. L'outil ne va pas remplacer le process qu'on souhaite mettre en place. L'outil est là pour supporter le process. Voilà, c'est un peu ça. Exactement. Alors, je serais d'accord avec toi en le reformulant, en disant la tuyauterie, c'est le problème des éditeurs et des banques qui savent gérer. Et donc, le point central du projet est le sujet de l'organisation, de la revue des process, de la dématérialisation des pouvoirs. Et puis après, il y a le sujet des interfaces avec les banques. On peut faire du papier, on peut faire de l'IBAM, mais finalement, c'est pas ça le plus important. Et c'est pas ça qui va apporter de la valeur à l'entreprise. C'est pas le fait de dire je vais arrêter de faire une ramette de papier tous les 6 mois qui va changer fondamentalement l'apport de la dématérialisation des pouvoirs. Ouais. C'est exactement ça. C'est comme si, pour prendre quelque chose qui est plus courant chez nos clients, c'est celui qui veut mettre en place une payment factory, il ne va pas mettre en place une payment factory en gardant les mêmes banques, les mêmes formats locaux et les mêmes process. C'est l'opportunité de standardiser, simplifier un process et gagner en efficacité. Et donc, du coup, par rapport au BAM et IBAM, c'est à peu près la même question. C'est de se dire quel est le besoin, quels sont les bénéfices que vous souhaitez atteindre et à partir de là, comment le mettons-nous en place. Gain d'efficacité, de fiabilité, réduction du risque de fraude, selon moi, sont les plus importants bénéfices que nos clients peuvent attendre. Et à partir de là, on peut finalement justifier un business case, un audit, une recommandation pour de nouveaux process. Mais c'est vrai que comment montait-on le business case pendant très longtemps, en fait, c'était très difficile parce que ça se passait bon an, mal an, finalement, plus ou moins bien. Ce n'était pas un sujet qui était top of mind parce que ça fonctionnait OK. Mais le problème, c'est qu'avec l'augmentation des fraudes, maintenant, on a vu de plus en plus de clients se dire attention, j'ai perdu X millions sur cette transaction parce que justement, mon process était très papier, ça a été intercepté, j'ai perdu de l'argent. Et là, d'un seul coup, la perte potentielle devient un des key drivers du business case. Alors qu'avant, pour un business case, ça veut dire je gagne combien en plus? C'est compliqué quand même de faire des business cases sur la fraude parce que
le montant potentiel de la fraude est illimité. La probabilité de la fraude, je ne sais pas comment on la calcule, donc c'est toujours compliqué de faire des business cases basés effectivement sur de la fraude. Je pense qu'il y a vraiment un sujet d'organisation, de rationalisation, de contrôle. Je pense que le sujet, il est… Ah oui, vas-y. Oui. Oui, pardon. Oui, je pense que parmi les gains et les avantages, et ce sera peut-être un peu le mot de la fin, ce qu'il va falloir qu'on conclue, c'est effectivement l'énorme visibilité qu'apporte ce type de projet au management pour savoir voilà, quels sont aujourd'hui les comptes bancaires ouverts dans mon entreprise, dans mon groupe, dans mes filiales, qui sont les signataires habilités sur ces comptes, pour quel type de transaction. Et donc, c'est vrai qu'on a là une opportunité d'avoir une très bonne visibilité par les outils mis en place sur ce qui se passe dans l'entreprise, d'avoir repensé, redesigné les processus. Et ça, c'est sûr que ça contribue à une meilleure efficacité, une meilleure gestion des risques et, in fine, une gain aussi de productivité parce qu'on arrive à automatiser la publication des documents, que ce soit sous forme PDF, comme on l'a dit, papier, ou sous forme électronique avec les banques qui sont prêtes aujourd'hui pour accepter ce type de flux. Entièrement d'accord. Parfait. Et je pense que du coup, le message, c'est que quand on repense à IBAM, en sport, on dirait que c'était un faux départ. Il y a eu un très mauvais départ il y a à peu près 10-15 ans. Maintenant, je pense que les choses changent à nouveau parce qu'on voit un nouvel intérêt pour ce genre pour les problématiques, Loïc, que tu viens de décrire, qui sont, et la flexibilité ou la malléabilité des solutions qui sont disponibles aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui était disponible il y a 10-15 ans. Tout le monde a fait d'immenses progrès dans l'écosystème, les clients, les éditeurs, les banques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a finalement beaucoup plus de capacité à épouser le besoin, l'organisation des clients pour répondre à ces besoins de façon plus facile, plus rapide. Donc, c'est le côté positif. Ça vaut le coup de le lancer. Et comme ça avait été dit préalablement, est-ce qu'on doit faire un projet pour viser 100% de switch to IBAM? Honnêtement, je ne suis pas convaincu. Probablement pas. On passe à 50%, c'est déjà un très, très bon progrès, une très bonne évolution. Et c'est faisable. Loïc, en tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut retravailler la proposition de valeur de l'IBAM, qui finalement dépasse l'IBAM. Probablement qu'il serait intéressant qu'on reprenne contact, peut-être ensemble, avec les associations professionnelles d'entreprise, pour aussi les aider à arrêter de parler de technique, de tuyaux, et les aider à se concentrer sur la vraie valeur que peuvent apporter l'IBAM et la dématérialisation des pouvoirs. Merci. Merci, Eric. Merci. Julien. Merci. Je voulais ajouter un dernier petit mot. Chez CEPI, on avait aussi une idée de démocratiser l'IBAM pour que ne soit pas forcément associé au canal Swift, mais également à l'IBIX. Et nos projets sont d'envoyer les messages IBAM avec l'IBIX, qui est quand même un protocole nettement plus déployé, et ce qui permettrait, même aux grosses PME, de pouvoir accéder à cette technologie. Et ça nous paraît très important pour que l'IBAM soit vraiment bien accepté en France. Tout à fait. J'ajouterais qu'on peut aussi envisager de transmettre par toutes les solutions de web banking et autres FTP l'ensemble de ces pouvoirs bancaires aux banques qui acceptent. Tout à fait. Et effectivement, c'est important de le préciser, on n'est pas obligé d'être Swift pour faire des projets IBAM. Et on n'est pas obligé de stocker les pièces d'identité dans la solution KYC de Swift. On est flexible. Un petit mot pour la fin et ça sera la conclusion.
enfin, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Hein. C'est en revenir à la proposition de valeur. Deux, se dire que en fait, techniquement, finalement, aujourd'hui, les outils, bon, c'est des choses qui sont assez standardisées. Enfin, la plupart des outils qu'on peut trouver, bon, c'est des choses qui sont en SaaS, qui sont pas sur des gros budgets de mise en place. Donc, au final, c'est des coûts d'entrée assez limités pour un retour sur investissement qu'on peut calculer de manière très claire et très précise. Surtout avec aujourd'hui des éditeurs, je pense que tout le monde autour de la table, on a déjà fait pas mal de projets de ce type-là, donc on a on a assez de recul pour accompagner les clients sur justement ces calculs de retour sur investissement et puis cette proposition de valeur. Et effectivement, je rejoins ce qui avait été dit, ce mot IBAM qui avait pris un mauvais départ, qui aujourd'hui est quelque chose où on ne sait pas trop si est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller, où est-ce qu'on en est, est-ce que ça a progressé, etc. Enfin, l'écosystème a bien progressé, a bien avancé. Regarder un projet IBAM, c'est faire quelque chose qui peut générer de la valeur assez rapidement pour les organisations. Et il faut être assez clair aussi que il y a toujours un travail de process interne qui doit être mis en place pour que les gains attendus soient réellement là à la fin du projet. Messieurs, merci pour ces échanges. Je pense que c'était intéressant. Et je serais ravi de participer avec vos clients à différents projets et ravi d'apprendre que voilà, vous êtes disponibles, des offres existent pour répondre aux besoins des clients sur ces sujets de gestion des pouvoirs, gestion des comptes bancaires. Merci, messieurs. Plaisir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.